On a fait voyager l'apprenant, on peut dire ça comme ça. Il est allé dans l'espace, on l'a emmené dans le futur, dans le passé. On adore faire des voyages à travers le temps quand l'objectif de la formation, le but de la formation le permet. Mais aussi dans des lieux très corporate, parce que il faut aussi que l'apprenant derrière il puisse savoir où il est et se projeter dans son métier. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui je reçois une vétéran de My Serious Game, car c'était la toute première employée, si je ne dis pas de bêtises, Aline Desessart, directrice artistique chez MySG. Bonjour Aline. Bonjour Clément. Donc aujourd'hui on va parler graphisme, on va parler du design au service de la formation. Donc on va revenir un petit peu sur les tendances, les grandes règles du graphisme et comment faire une formation attrayante visuellement et adaptée surtout à son public. Alors déjà Aline, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu en es arrivée là? Ouais, alors du coup moi j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai pas vraiment fait d'études à proprement parler dans le graphisme. J'ai beaucoup fait plus des études tournées dans la communication, la publicité, mais c'est surtout à côté. J'ai appris beaucoup par moi-même. J'ai adoré faire des films pour les anniversaires de mes amis, etc. Et puis j'ai adoré les monter, les filmer, mais aussi faire tout ce qui est l'aspect graphique tout autour. Et puis je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Je me suis documentée, j'ai appris par moi-même les petits logiciels, etc. Et de fil en aiguille, après 1 ou 2 années d'auto-entrepreneur pour être graphiste, je voulais vraiment travailler dans une entreprise. Et là, My Serious Game est arrivé et je suis là depuis 8 ans maintenant. 8 ans, et depuis tu es devenue directrice artistique sur les projets pour les clients. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le métier de directrice artistique? Oui, alors c'est imaginer l'univers de la formation, imaginer l'univers des Serious Games. Donc c'est avant tout échanger déjà avec chez nous les ingénieurs pédagogiques qui vont imaginer le storytelling de la formation et aussi échanger avec les game designers qui vont faire le game concept. Donc imaginer comment on va jouer en fait avec ce Serious Game là. Et ça va m'alimenter et je vais pouvoir commencer à faire mes recherches. Imaginer l'univers du jeu et faire des moodboards. Des moodboards, tu peux nous expliquer ce qu'est un moodboard? Oui, alors un moodboard c'est un document, ça peut être sous différentes formes, mais en tout cas dans ce moodboard là, moi je vais faire des recherches, je vais faire énormément de veille et l'objectif en fait c'est de montrer au client à quoi va ressembler son Serious Game. Donc je vais pas forcément faire des propositions exactes de l'écran de son jeu, ça va plutôt être faire des recherches. Moi je pense que par rapport au sujet, aux objectifs de votre formation, le style graphique que je vais vous proposer, ça va être plutôt du flat design, par exemple, ou du digital novel. Et dans ce cas, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, ça ressemble à ça. Pourquoi on va l'utiliser, donc faire un argumentaire, pourquoi c'est important et pourquoi c'est mieux d'utiliser cet univers-là et d'emmener vos apprenants dans cet univers. Et puis voilà, ça va vraiment donner un petit côté, ça va les plonger dans l'univers. Et ensuite après, va falloir le décliner avec leurs vraies images, leurs vrais décors, leurs vrais personnages que j'aurais imaginés. En fait, c'est une planche d'inspiration finalement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ok. Avant de reparler, parce que t'as parlé de flat design, t'as parlé de tout ça, on va y revenir un petit peu plus tard. On va parler des différents courants, des différents styles qui existent. Mais avant ça, tu peux nous dire quelle est la différence du coup entre un DA ou une DA, directrice artistique, et graphiste en fait, qui était le poste que tu occupais au début chez MySG? Alors graphiste en fait, ou alors je vais commencer à l'inverse. Le directeur artistique chez nous, ça va être donc voilà. Il va imaginer cet univers, il va proposer vraiment, il va faire la direction artistique, clairement, c'est ça, il va vraiment imaginer l'univers, il va dire, voilà, ça va ressembler à ça. Maintenant, derrière, il faut que j'ai des graphistes qui puissent tout produire avec l'univers de base. Donc il faut qu'on passe par des graphistes, des illustrateurs, tout dépend le style qui a été choisi. Donc soit c'est en interne parce qu'on a des graphistes en interne, soit c'est en externe parce que le style proposé, on sait pas tout faire. Donc si on sait pas le faire en interne, on va passer par des illustrateurs ou des graphistes externes et le directeur artistique
la directrice artistique, du coup, va suivre ces graphistes-là. Donc, c'est-à-dire, voilà, exactement. Il va savoir, l'objectif, ça va être de suivre tout le processus. Donc, la création, la validation aussi, savoir si le décor correspond à la commande, le personnage correspond à la commande, etc. Donc, un client peut très bien imaginer, par exemple, travailler avec un illustrateur hyper connu ou qu'il adore en particulier et que le projet soit géré par toi, en fait. C'est ça le exactement. Si l'univers colle à cet illustrateur-là, oui, en effet. Le fait de passer aussi par des illustrateurs ou des graphistes externes, même motion designer, c'est parce que sur certains projets, en fait, on a un laps de temps, on a un délai de livraison à respecter, et certains projets nécessitent beaucoup d'assets, ce qui fait qu'on est obligé de passer par plusieurs personnes. On peut pas avoir qu'un seul graphiste qui travaille sur l'ensemble du projet. Donc là, c'est aussi un challenge. Il faut savoir trouver les bonnes personnes qui peuvent se coller au style choisi, puisque la direction artistique ressemble à ça. À moi de trouver les bons prestataires, les bons graphistes qui vont savoir se coller à ce style-là. Et l'objectif derrière, c'est que l'apprenant, quand il va suivre sa formation, il va pas se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui vont dessiner sa formation. Et en plus, comme on a l'habitude de travailler avec des grands groupes, avec des projets qui sont plutôt ambitieux, les délais peuvent paraître assez courts avec tout ce qu'il y a à créer. Du coup, on peut être amené à grossir la taille de l'équipe ponctuellement pour terminer ce projet dans les temps. Et après, il y a pas que ça. Il y a ce suivi des prestataires ou des graphistes en interne, il y a ce suivi-là. Et ensuite, il faut pouvoir tout rassembler pour envoyer ça entre guillemets aux développeurs, qui vont devoir les intégrer. Ouais, ce qu'on appelle des assets. Exactement, voilà, les assets graphiques. Mais alors du coup, la mission du directeur ou de la directrice artistique ne s'arrête pas simplement à imaginer l'univers, elle continue tout au long du projet, non ? Oui, c'est ça, exactement. Du coup, il y a imaginer cet univers-là, mais c'est vraiment tout au long et avec toutes les équipes. C'est-à-dire que le directeur artistique peut pas travailler tout seul. Il est obligé d'être en lien avec tous les acteurs. Tout à l'heure, je parlais de l'ingénieur pédagogique, je parlais des game designers, et aussi on a chez nous des UI UX designers. C'est les personnes qui vont imaginer l'interface globale. Et c'est-à-dire que si il y a un décor à créer, un univers à créer, je vais pas simplement dire il faut faire un intérieur d'usine et c'est tout. S'il y a un élément qui est important à voir dans ce décor, il faut que je fasse attention à où est-ce que sont placés par exemple les boutons. Si j'ai un bouton ou une bulle de dialogue qui va être en bas de mon écran, l'élément principal de mon décor, je vais pas le mettre en bas de mon écran. Et du coup ça va me permettre de vraiment faire un listing précis au graphiste pour savoir comment il doit faire son décor, où est-ce qu'il doit placer les éléments importants. Après il a une liberté sur sa création, il sait quel style, mais il est vraiment assez libre. S'il y a des éléments importants, il faut vraiment qu'il soit au courant. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est que tous ces assets qui vont être créés au final, qui vont être donnés ensuite à la partie technique, aux développeurs, il y a un respect aussi des tailles des images, du poids des vidéos, s'il y a des vidéos, pour que derrière ça n'alourdisse pas optimiser quoi. Exactement. Si c'est trop lourd et que l'apprenant il va mettre 30 secondes à devoir lire une vidéo, ça va pas marcher. Donc derrière, il y a des spécificités techniques à écrire en échangeant avec l'ensemble des équipes, à donner aux graphistes ou aux illustrateurs qui vont créer, pour que derrière on puisse recevoir les bons assets et les bonnes vidéos dans les poids, dans les tailles qu'il faut quoi. Et alors tu parlais d'environnement, tu parlais d'un environnement d'usine. J'imagine que en 8 ans, tu as développé un tas d'univers. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de designer comme oui, donc en 8 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des décors d'espace. On a fait voyager l'apprenant, on peut dire ça comme ça. Il est allé dans l'espace, on l'a emmené dans le futur, dans le passé. On adore faire des voyages à travers le temps quand l'objectif de la formation, le but de la formation le permet. On a emmené l'apprenant dans des trucs complètement imaginaires, mais aussi dans des lieux très corporate, parce que parfois on peut pas partir très loin. Il faut faire attention à ça. On peut se faire plaisir, mais attention, quel est l'objectif de la formation? Il faut aussi que l'apprenant derrière il puisse lui savoir où il est et se projeter dans son métier.
Donc c'est très important. Oui, puis j'imagine que c'est l'avantage du sur-mesure aussi. Tu dois souvent avoir des demandes de clients qui veulent recréer leurs locaux, par exemple, dans un style BD, par exemple, ou je sais pas, mais en tout cas recréer un univers que l'apprenant connaît. J'imagine que c'est aussi souvent une demande récurrente. Alors exactement. Alors en fait ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a le client qui peut déjà savoir ce qu'il veut. Il dit ok, je sais que moi mes équipes, mes salariés, ils n'arrivent pas à se projeter. Ils veulent être dans un univers très corporate parce qu'ils ont besoin de savoir où ils sont et ça va être plus impactant pour eux. Ou alors le client va nous dire là je veux aller dans l'espace parce que j'adore et tout. Alors oui, nous aussi on adore, mais attention, ça va pas coller. C'est-à-dire que là il faut quand même qu'on reste dans ce cadre, dans un cadre assez réaliste, parce que sinon on va perdre vos apprenants et ils vont pas comprendre ce qu'ils doivent apprendre justement. Oui, et puis t'évolues dans un domaine que je connais aussi un petit peu, vu que je suis à la com chez MySerious Game. C'est souvent dans le design, c'est très subjectif souvent, et le client a tendance à oublier que on lui fait une formation non pas pour lui, mais pour ses apprenants. Tout comme quand on crée un logo, on crée pas le logo pour le client, mais on le crée pour sa cible. Et ça, souvent, c'est difficile de faire comprendre au client que oui, il a ses goûts, il a ses couleurs préférées, il a ses envies, mais ça correspond pas toujours aux objectifs de la commande. Et ça, bon, certains le comprennent, certains moins, mais voilà, t'as ce rôle aussi en tant que directrice artistique, du coup, de conseiller le client dans les choix graphiques qui vont être faits. Comment tu t'y prends? Avec mes mots et en leur prouvant aussi que si votre public ou si votre formation est à destination des enfants, par exemple, on peut leur proposer un univers cartoon, un univers imaginaire, un univers drôle, on peut utiliser des mascottes qui sont mignonnes, on peut se faire plaisir parce que tout ça, ça leur parle. Si la cible, tu parlais de cible, c'est super important. Si la cible, c'est des ados, là, on peut se dire, ok, on peut leur proposer une interface qui va ressembler à TikTok, par exemple, parce que ça va leur parler. Si c'est un public d'adultes, clairement, là, ça va dépendre de l'ADN de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est assez fun, on peut, en discutant avec eux, c'est un échange avec le client qui va permettre de se dire, ok, là, je vois que votre ADN, elle est plutôt fun, elle est plutôt décalée, partons là-dessus, parce qu'on sait que vos collaborateurs, ils vont être friands de ça. Si on sent que c'est très corporate, alors là, on va plutôt aller sur quelque chose de très corporate qui va ressembler vraiment à votre univers. Ok, on va se coller à des photos pour que, si c'est une mutuelle par exemple, à quoi va ressembler votre accueil. Comme ça, l'apprenant il va savoir que là, ce décor-là, on est dans l'accueil de la mutuelle. Tout va dépendre de l'échange en effet que j'ai avec le client, comment je vais le ressentir, les mots-clés qu'il va me donner. C'est très important ce moment-là avec eux. Et à titre personnel, toi, qu'est-ce que tu préfères faire par contre? C'est plutôt des univers imaginaires, des univers réalistes? Est-ce qu'il y a des environnements que tu affectionnes particulièrement, que tu aimes beaucoup designer? En fait, j'aime tout faire, entre guillemets. C'est-à-dire que je pourrais adorer partir dans un univers complètement imaginaire, je pourrais adorer partir dans un univers complètement corporate. J'aime vraiment tout faire et c'est ça qui est riche quand on est graphiste. Après, en ce moment, si je peux parler un peu de ce qui me plaît en ce moment, c'est mélanger en fait tout ce qui est vintage et futur. Ça j'adore. C'est ce qu'on appelle le néo-rétro. Et ça c'est super, ça peut créer vraiment des univers hyper intéressants. On va y revenir à ces styles, le néo-rétro. Mais moi, ce que je voulais savoir avant, c'est vraiment la base d'un projet. Quand tu pars d'une feuille blanche comme ça, que tu dois designer un univers, c'est quoi les grandes étapes? J'imagine tu dois développer une palette de couleurs. Tu dois après tu dois aussi chercher de l'inspiration. Par quoi tu commences et comment? Quel est ton process de création? Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment être un échange déjà avec les équipes. L'histoire va déjà me permettre de savoir ou de me projeter déjà juste 3 lignes sur l'histoire. Donc le synopsis, je vais pouvoir me dire ok, tel univers va aller. Et là, je vais commencer à rechercher. Alors Internet,
C'est la vie, comme on dit. Je fais mes recherches là-dessus. Pinterest aussi, c'est super. C'est là où je fais ma veille. Un peu partout, finalement. Ça peut être l'inspiration, peut être d'internet, mais peut être aussi de l'externe, de la publicité, des films, des séries. Tout ça va m'alimenter. Donc ça va commencer comme ça, mes petites recherches vraiment d'une page blanche. Savoir si le client aussi veut être collé à sa charte graphique. Attention, si la charte graphique est rouge, bon, d'accord, qu'est-ce qui peut coller, qu'est-ce qui peut aller avec ce rouge-là, où est-ce que je peux mettre ce rouge-là parce que c'est quand même très agressif, comment on va l'utiliser. Donc il y a ça, il y a vraiment mes premières bases, je les pose, et ce qui est important aussi pour moi et pour le client, pour qu'il puisse se projeter, c'est que dans mes recherches, je puisse trouver aussi des décors ou des personnages qui peuvent coller à ce qu'on va leur proposer. Alors, après ces recherches, en fait, je pose mes éléments, je réunis des décors dans le style que j'ai choisi, des personnages dans le style que j'ai choisi, aussi une palette de couleurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi important qu'on ait les couleurs principales aussi de cette formation, et aussi tout ce qui est typographie, c'est aussi important que le client il puisse aussi se projeter. Si c'est un univers futuriste, bon bah d'accord, je vais utiliser proposer, même pas peut-être, c'est sûr, je vais proposer des typographies qui sont aussi futuristes. Tout va se mélanger, tout va être cohérent. Et derrière aussi le travail de l'UX designer, ces boutons vont ressembler à des boutons qui vont être dans un style futuriste. Tout va s'accorder pour que derrière on soit immergé complètement dans le serious game. Donc il y a ça va être décliner les personnages, les décors, les boutons, les typographies, les couleurs, et avec un argumentaire à côté, parce que c'est bien beau de proposer des images, mais derrière pourquoi j'ai proposé cette image-là? Pourquoi elle vous colle à vous? Pourquoi elle colle à l'univers de la formation? Donc tu crées toute une charte en fait pour que l'ensemble soit cohérent. C'est ça. Et après, comment tu travailles pour le dessin? Tu fais tout numériquement? Comment ça se passe? Ça dépend. Des fois, je peux gribouiller sur ma feuille et faire un petit croquis. Et peut-être que ça peut suffire pour projeter le client parce que il est suffisamment clair et parce que c'est important aussi. Je peux prendre ma petite tablette et faire des petits montages de photos. Ça dépend. Vraiment, c'est l'inspiration. Après, c'est vraiment aléatoire. Donc, ça dépend. Et comment on passe du moodboard au storyboard? Alors là, le storyboard, je vais plutôt me coller par rapport à ce qu'a écrit donc l'ingénieur pédagogique. C'est-à-dire qu'on a les premières pistes graphiques dans le moodboard. Dans le storyboard, ça va être vraiment là on a vraiment le vrai décor et le vrai personnage qui correspond à ce qu'a écrit l'ingénieur pédagogique. Et là le storyboard du coup va permettre de donner vie au personnage par exemple que j'ai imaginé. Donc le personnage que j'ai croqué sur ma petite feuille, là je vais mettre devant Illustrator, je vais dessiner le personnage, ou plutôt le graphiste va dessiner le personnage et va lui donner vie en fonction du storyboard et de ce qui va se passer, de l'aventure qui est en train de se dérouler, etc. Ce personnage, ensuite, il se prend vraiment l'exemple d'un personnage, il est peut-être pas amené à rester juste une image, et il peut être aussi animé. Et là, derrière, c'est le travail des motion designers. Donc pareil, dans la direction artistique et dans le métier de directeur artistique, il faut aussi savoir si les images sont à destination juste d'être à nature visuelle ou statique, ou alors est-ce qu'elles vont être amenées à être animées. Parce que dans la conception, dans la commande que je vais donner à un graphiste, ça va être tes personnages, quand tu vas les réaliser, attention, ils vont être animés. Donc il va les produire d'une certaine manière, différemment que s'ils n'étaient pas animés. Et tout style graphique n'est pas destiné aussi à être animé de la même manière. Par exemple, le style, tout à l'heure je disais, flat design va être animé plus facilement. Je vais pouvoir faire bouger un personnage, le faire marcher, le faire courir, le faire parler plus facilement que si c'était du digital novel, par exemple, qui est un style plutôt bande dessinée. Là, on va plus jouer, alors moins sur le fait de faire courir ce personnage-là, mais plus jouer sur l'univers
sonore. On va jouer, alors nous c'est ce qu'on appelle les calques, les différents calques en fait dans une image. Ça va être, on va avoir le visage du personnage, on va avoir le personnage au premier plan, on va avoir le décor au deuxième plan, et on va plus jouer sur ces animations de calques, sur des animations de lumière, sur des animations de texture ou d'environnement, de l'orage, de la pluie, etc. Ça va être des animations complètement différentes en fonction des styles. Alors justement, ces différents styles, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des différents courants qui sont toujours d'actualité aujourd'hui? Tu parlais flat design. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors il y en a des multitudes, hein. En effet, c'est énorme tous les styles qu'on peut trouver. Alors c'est vrai que ceux qu'on utilise le plus, en tout cas, donc oui, je parlais du flat design. Alors le flat design, c'est un style qui est assez épuré. C'est des formes simples, c'est des aplats de couleurs. Et c'est un style qui peut paraître simple visuellement, mais qui graphiquement demande du travail. Mais voilà, on est sur forme simple, aplat de couleurs. On a d'autres styles. Bon, pas de relief aussi. C'est le terme flat. Exactement. Qui s'oppose aussi alors au material design qui est apparu juste après, où on a des ombres, on a des dégradés, où là on donne un peu plus de profondeur au visuel, mais le flat design, l'idée c'est que ce soit plat, quoi. C'est vraiment quel est son avantage, pourquoi le flat design, pourquoi il a été si populaire ces dernières années? Ces dernières années, il a été populaire parce que on a tendance à vouloir revenir à l'essentiel, et le flat design, c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu disais, le flat, c'est plat. Il y a pas d'ombre, il y a pas de relief. C'est des formes simples, une interface simple. On va à l'essentiel. C'est-à-dire que je vois mon image, je sais directement où je suis, je sais directement ce que j'ai à faire, où est-ce que je dois cliquer, où est-ce qu'est l'interaction principale, parce que tout est simple. À contrario du style digital novel, comme j'en parlais tout à l'heure, le digital novel c'est un style bande dessinée, mais qui est plutôt à destination des adultes. Alors on appelle ça plutôt le graphic novel. Nous on l'adapte, c'est digital novel puisqu'on fait ça de manière digitale. Ce qui est intéressant dans ce style-là, c'est qu'on peut faire des choses qui sont très réalistes, très poussées. On va pouvoir pousser les expressions des personnages, qui peuvent être très importantes dans une formation. On peut aller très loin dans le décor, on peut se coller parfaitement à l'univers du client, mais on peut aussi aller dans un monde imaginaire, même avec du style graphic novel, en fait. Tu peux nous citer des exemples de digital novel qui ont été particulièrement réussis d'un point de vue direction artistique? On a Monkey Tie, où on a utilisé ce style un petit peu digital novel, pas plutôt dans les personnages que dans les décors, mais dans ce projet-là, oui, on l'a utilisé, c'est très intéressant. Que vous pouvez aller voir sur notre site internet, hein, si vous voulez. Oui, tout à fait. En fait, c'est un style qu'on utilise beaucoup aujourd'hui parce qu'on le voit aussi partout. Alors la BD, ça existe depuis des années, mais on commence à le voir, par exemple dans le cinéma. Le dernier Spider-Man, il était génial graphiquement, et on retrouve cette patte-là. Et du coup, on va pas le proposer comme ça à tout va à ce style-là, et quel que soit le style d'ailleurs, mais on va s'adapter à la cible. S'ils ont un public qui ont un attrait pour la pop culture, et ben on y va. Alors du coup, les styles aussi viennent des tendances. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de métaverse ou métavers, tout dépend. Et le client, des fois, il arrive, il nous dit je voudrais un style, on va dans le métaverse, on y va et tout. Alors c'est très flou encore, donc finalement c'est imaginaire, donc on y va, on se fait plaisir. Oui, le métaverse, on en a parlé dans le dernier podcast, c'est encore très flou à beaucoup de niveaux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ils veulent un environnement 3D, c'est ça? On est sur quelque chose d'encore plus réaliste, encore plus futuriste en fait. Ça peut être fait en 3D. Alors moi je suis spécialisée dans la 2D du coup, mais c'est vrai qu'on l'adapte aussi, on peut très bien l'adapter en 2D. C'est assez imaginaire, c'est très fluo, très néon, comme le film Tron, que beaucoup connaissent. Voilà, c'est vrai que quand on nous parle métaverse, on part souvent là-dedans, et c'est dans les tuyaux. En ce moment, chez nous, justement, on a fait des propositions dans ce style, le client a adoré. Donc, je suis pressée que ça sorte et qu'on se fasse plaisir. On a un style aussi qui est complètement à l'inverse, qui a été utilisé il y a quelques années, mais qui revient assez parce qu'on arrive à le moderniser. Alors ça s'appelle le line art, et là on est vraiment très épuré, c'est-à-dire qu'on peut avoir un fond blanc, juste des traits, c'est très simple. Ça peut être très impactant aussi si c'est bien fait.
Alors, il est pas facilement, c'est pas facile de l'adapter, ce style line art, mais parfois on le propose parce qu'on sent que ça peut vraiment marcher. On a aussi un autre style qui je trouve très joli, ça s'appelle l'aquarelle numérique. Typiquement, on s'inspire des tableaux aquarelles et on le fait numériquement parce que derrière c'est plus facile, forcément pour nous de l'adapter. Et ça peut être aussi un tout petit peu animé. Et on l'a proposé d'ailleurs pour Cartier et c'était très beau et ça a vraiment plu aux clients. Du coup, pour recréer l'univers Cartier, il fallait qu'on puisse les projeter dans leur boutique, devant leur boutique. Donc, on a redesigné les façades, on a redesigné les intérieurs. Pour ça, on s'est inspiré de photos qu'ils ont pu nous envoyer. Et c'était très intéressant à faire et le rendu était vraiment joli. Et outre le côté joli, qu'est-ce qui va être déterminant, qu'est-ce qui va influencer le choix de choisir tel ou tel style graphique? Est-ce que c'est la cible, comme on le disait tout à l'heure? Est-ce que c'est les objectifs de la formation? Est-ce que ça va être l'image que veut renvoyer le client? Sur quoi tu bases ta décision de prendre telle direction artistique? Ben en fait, c'est tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la cible va être importante. On va pas proposer le même style si on a une cible jeune ou une cible adulte. L'ADN du client, comme je disais tout à l'heure, on va s'adapter à lui. Donc pour ça, je vais regarder son site internet, je vais lui poser des questions, je vais regarder tous ses documents de communication, sa charte graphique, etc. Donc ça va être aussi déterminant, ou ça va m'aiguiller en fait dans le choix de ce que je peux lui proposer. Les objectifs de la formation aussi vont être très importants dans la création du décor. On va pas faire un décor trop chargé pour pas perdre l'apprenant aussi dans l'univers. Il faut que les éléments principaux puissent ressortir facilement. Donc tout ça en fait va être indispensable. Il va falloir réfléchir à tout ça, s'ouvrir à tout ça, discuter avec le client pour qu'on puisse vraiment aller pile là où il faut. Il y a aussi un élément que tu m'as pas posé, c'est le budget. Ah oui. Le budget du client aussi va être très important. Si le client a un budget illimité, là on peut se faire plaisir. Mais ça c'est beaucoup trop facile et ça arrive rarement. Du coup on va faire des choix. C'est-à-dire que si le budget est pas très élevé, mais que le style colle aussi, on dit non mais vraiment ce style-là il peut être super pour vous, et on va faire des choix, on va diminuer le nombre de décors, on va diminuer le nombre de personnages, ou on va y aller mollo au niveau des animations qu'on va proposer. Si le budget est un petit peu plus conséquent, ok là on va se faire un petit peu plus plaisir. Et c'est aussi le métier de directeur artistique, il va falloir savoir dimensionner un projet à l'avance, puisque on a déjà une petite fourchette de budget du client. Donc on va on va déjà savoir en fait ce qu'on peut proposer, la quantité qu'on peut proposer, et puis on va l'affiner au fur et à mesure. Et alors j'imagine qu'également les tendances rentrent dans le cahier des charges du client, c'est-à-dire que les tendances on est au courant, hein, on a des sites internet qui les citent tous les jours avec la couleur Pantone de l'année, ce genre de choses. Il va également avoir son propre bagage culturel qui va faire qu'il va vouloir un environnement graphique à la quelque chose. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le truc tendance vraiment là en 2022? Qu'est-ce qui est le plus populaire, le plus demandé d'un point de vue graphique? Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le mélange. Alors le truc tendance, c'est le mélange des époques. On est très dans les années 90, ça se voit partout, ça se voit dans les vêtements, ça se voit dans la musique, la dance ressort, j'adore. Si, j'adore. Et du coup, ça se ressent aussi, ça se ressent un petit peu partout. Et ça, les clients nous en demandent, ou alors, mais même moi, j'adore proposer ce style. On mélange les époques, 80, 90. On peut même aller encore plus loin. On va aussi dans les années 60. Stranger Things un peu aussi, hein. Ouais, la Stranger Things. Alors, je sais pas le prononcer, mais en tout cas, les clients aussi nous le demandent beaucoup. Ah ouais, j'ai adoré cette série. On s'est d'ailleurs inspiré de cette série pour un projet qui est en cours. C'est pour l'école de la deuxième chance. Et on part dans la ville qui s'appelle Horizon. Vous allez voir, enfin, c'est super. On fera forcément quelque chose sur notre site internet. Absolument. Et oui, forcément, le client, alors, soit il arrive avec ça, j'adore cette série, et ben, on part là-dessus. Et en plus, si ça colle, on y va. Mais nous, on va lui dire, attention, cette tendance-là, alors, vous adorez, oui, c'est la tendance de l'année, mais c'est pas forcément judicieux de se coller à ça. Donc, on peut s'en inspirer, oui, mais on va quand même l'adapter en fonction de ce qui est le meilleur pour vous.
Et puis il y a peut-être une autre limite aussi, c'est que est-ce que voilà réellement il faut suivre les tendances, ça c'est une question beaucoup plus vaste, mais que je trouve extrêmement importante en design, parce que c'est bon, moi je connais plus tout ce qui est logotype par exemple, mais suivre une mode, c'est un choix qui est radicalement différent de vouloir créer quelque chose d'intemporel et de parfaitement adapté aussi aux besoins. Comment ça se passe quand on crée un serious game? Est-ce qu'il y a cette même question qui se pose, ou parce que on va être sur un besoin très ponctuel, on peut au contraire aller à fond sur la tendance? Est-ce qu'il y a ce besoin de créer réellement un univers intemporel? C'est mieux de se dire que, surtout si une formation va durer dans le temps, c'est toujours mieux de se dire, alors, ce style-là, oui, mais il va très vite devenir, alors on peut pas vraiment savoir, mais on a quand même ce petit attrait-là, se dire, attention, ça, alors dans 2 ans, ça va carrément être has-been. Alors si c'est quelque chose de court, une formation très courte ou à l'instant T et qui n'est pas amenée à être revue dans 1 an, 2 ans, là on peut partir vraiment sur la tendance du moment. Mais nous, ce qu'on fait plutôt, c'est s'en inspirer. C'est toujours bon que le client voit qu'on est toujours dans la tendance. Ça montre qu'on fait de la veille, ça montre qu'on est toujours au fait des nouveautés. Mais ça va plutôt être une source d'inspiration plutôt que de l'appliquer bêtement. Il y a une autre tendance aussi que j'ai pas évoquée, mais qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le design inclusif. C'est très important que l'apprenant se sente pas exclu. Donc on accorde beaucoup d'intérêt, on prend beaucoup de temps pour que les personnages puissent refléter le maximum de personnes. Donc on fait attention à ce que les personnages représentent la globalité de la population, que ce soit au niveau des âges des personnages, que ce soit au niveau de leur couleur de peau, que ce soit au niveau de leur handicap, de leur genre, etc. Ça c'est très important et on le voit beaucoup partout dans la pub, au cinéma, mais dans nos formations, et c'est aussi important que personne ne se sente exclu. Et est-ce que tu as une petite boule de cristal pour nous dire quelles vont être les tendances 2023, peut-être? Alors du coup, c'est un peu tôt. L'été n'est pas terminé. C'est un peu tôt pour vous dire ce qui va se passer en 2023, mais ce que je peux faire, c'est vous inviter à un petit podcast en début d'année prochaine, non? Eh ben ok, rendez-vous est pris alors en 2023. Merci beaucoup Aline. Merci Clément. Quant à nous, chers auditeurs, on va pas se donner rendez-vous l'année prochaine, mais dans quelques semaines, car tout le monde prend quelques vacances, hein, c'est normal. Mais on a plein d'idées de nouveaux épisodes pour vous, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, Deezer, Spotify, iTunes, la chaîne des Digital Learning Makers pour ne rater aucun épisode à venir, et je vous souhaite à tous un très bel été et à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.